Dernière histoire, on va également parler de création, d'actes créatifs. Donc parfois dans la création artistique, il y a des choses qu'on contrôle évidemment, et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut jamais savoir exactement ce qui va faire qu'une œuvre va connecter avec le public. Et c'est tout à fait ce type d'histoire-là que va venir nous raconter notre dernier invité. Merci d'applaudir très fort Romain Tranchard. Bonsoir. Je m'appelle Romain Tranchard, j'ai 48 ans. Je vais prendre le micro. Voilà. J'ai 48 ans, je suis compositeur de musique, je produis de la musique également, donc pop, jazz, rock, électro, funk, c'est assez varié. Et voilà, je suis donc producteur depuis une trentaine d'années et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est celle d'un titre que j'ai produit quand j'avais 23 ans. Bon, je vois et j'entends qu'on reconnaît. Merci. Merci à vous. Et très sincèrement, c'est un petit peu délicat pour moi de prendre la parole juste après ces invités qui étaient d'une éloquence vraiment très, très belle. Je trouve qu'il y avait une très grande diversité de propos, de parcours, et en fait, sans fausse modestie, en toute sincérité, j'ai l'impression que mon histoire est assez banale par rapport à la leur. Elle est marquante sur le plan du ressenti, c'est ce que je vais partager avec vous. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas finalement plus à dire. J'ai donc une vingtaine d'années quand je commence à faire de la musique électronique. J'avais des groupes de rock. J'ai commencé la musique à 10 ans, en commençant par le piano, puis la guitare assez vite. Et à partir de l'âge de 18 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à faire de la musique électronique parce que j'étais fasciné par le côté ordonnancé, musique rationaliste avec un ordinateur, c'est extraordinaire, on peut réellement contrôler plein de choses. À côté de ça, j'étais dans une école de jazz que j'ai intégrée juste après le bac, on va dire après une année sabbatique, voilà. Qu'est-ce que quoi ? J'étais vraiment comme un coq en pâte dans cette école. C'était vraiment, franchement, ma place, et j'étais parti pour faire, je pense, pour faire du jazz. Je ne savais pas, en fait, que j'allais effectivement en faire, mais différemment. Le jazz, pour moi, c'est la musique classique américaine. C'est une approche de la musique qui est une approche modulaire, c'est-à-dire qu'on pense en temps réel, on improvise. Et c'est aussi quelque chose qui peut se marier avec la musique pop. Donc j'allais dans cette école et à côté de ça, il y avait beaucoup d'impro, il y avait la musique sur ordinateur. Très très vite, j'ai rencontré donc Yann Destagnol. Et on a commencé à faire de la musique tous les deux. Ça a très bien fonctionné sur ce plan. Et on a eu assez rapidement 2 ou 3 morceaux en poche. Bon, on les a fait écouter autour de nous. Les retours étaient assez bons. Et puis assez vite, on a des amis qui nous ont dit mais ça, il faut vraiment aller faire écouter ça en maison de disque parce que y a vraiment quelque chose quand même d'assez fort, quoi. On a sollicité et obtenu quelques contacts, et très rapidement, c'est allé très vite. C'est-à-dire que 1, 2, 3 rendez-vous, on sentait bien que ça intéressait
beaucoup les gens. Il y a eu une rencontre avec Barclay, Universal, qui conservait et conserve une philosophie de maison, et même si il y avait la grande machine Universal Music au-dessus, cette géométrie-là de maison était vraiment, vraiment très chouette. Et puis je pense qu'ils nous comprenaient bien. En l'espèce, ils ont pressé les vinyles, on a envoyé les vinyles aux DJ un peu partout sur Terre, et les retours étaient absolument dithyrambiques. C'est-à-dire que les retours, au bout de quelques jours, étaient très clairement on a joué ça, les gens veulent plus, c'est génial, ça fait danser tout le monde, etc. etc. Comment vous dire, en quelques semaines, toutes les barrières tombaient, et je me disais, bon, parce que j'avais sorti un premier disque qui s'était vendu à peu près 5000 copies, c'était un succès d'estime, et puis j'étais très content de ce disque-là, et là je me disais, mais je pense que, non pas que je sois obnubilé par les ventes, au contraire, mais je me disais, en termes de graduation, ok, je pense qu'on va peut-être vendre 10 000, 20 000, 40 000 copies. Bon. On en a vendu plus de 2 millions. Et on a été numéro 1 des passages radio en Europe. Numéro 1 des ventes de CD singles dans le monde. Voilà, donc c'était un bon début. Hein. C'était bien pour commencer, c'était vraiment bien. Voilà, je suis ironique, évidemment, que ça colle une pression assez extraordinaire. Enfin, on n'est même plus sur des sphères de pression ou pas, mais c'est vrai que c'était complètement incroyable. Bon, je ne savais pas encore que ce serait mon métier comme ça l'est depuis 30 ans, et je fais pas mal de choses assez différentes. J'ai coproduit un artiste qui s'appelle Sébastien Tellier avec Guy Manuel Diomède Christo, un des membres de Daft Punk. On a fait un disque qui s'appelle Sexuality. En ce moment, je travaille avec un artiste qui s'appelle Dabi Touré. Il y a Charlie Winston qui est sur le disque aussi. Enfin bon, c'est mon métier depuis 30 ans, et je suis passionné, j'ai la chance que ça se passe très bien. Il se trouve effectivement que à 23 ans, voilà, j'ai vraiment pas compris ce qui m'est arrivé, et ces 3 années, le groupe Mojo, donc le tandem Yann et moi, qui a existé entre 2000 et 2003, a donc eu une courte carrière. Mais sur le plan du ressenti, j'ai vraiment l'impression que c'était un coup de feu long c'était vraiment très 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 particulier. On n'est pas préparé quand on est en post-ado à 22 ans, à prendre 2 avions par jour, à être... c'est extraordinaire. Un tout petit peu plus de progressivité, ça aurait été pas mal. Et puis je regrette rien, et puis c'est très très voilà, très très facile à dire et tout, mais voilà, bon, je partage avec vous cette histoire. Il y a 2 choses que je voudrais passer. La première, c'est que donc après avoir appris mon métier sur le terrain, finalement, en prenant un petit peu de recul, et puis je pense qu'à l'époque il y avait pas mal de gens qui en prenaient sur nous aussi, hein, parce qu'on était vraiment, on donnait l'impression de débarquer dans chaque émission de télé, et c'était littéralement le cas. Mais bon, le métier a été appris par la suite. Il y a 2 choses que je voudrais partager, qui sont que si je prends un petit peu de recul, avec le groupe Mojo, on faisait partie de la French Touch 1.0, donc cette scène éminente avec Daft Punk, avec Cassius, R, et sans avoir leur talent et puis la carrière qu'ils ont eue, certainement, on a quand même contribué, fait partie de cette scène-là. Et je pense aussi, donc,
c'était une scène qui était assez niche, assez pointue, assez edgy quand même sur un plan sociologique, culturel. Et on avait aussi quelque chose qui était un petit peu plus pop, un petit peu plus populaire, et qui, très sincèrement, est une fierté, parce que je pense que Mojo a été un trait d'union, quoi, entre ces deux antagonismes a priori. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et pour revenir à la diversité de cette soirée, et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez extraordinaire dans Lady Hear Me Tonight, qui est que c'est un archétype pop, c'est vraiment l'archétype du tube, mais il n'y a pas de refrain. Et on peut peut-être l'entendre. Merci beaucoup, merci Romain. Merci. L'homme sur qui le succès a littéralement déferlé à 23 ans. Approche-toi du micro. Voilà. C'est en fait, comment dire, quand on fabrique un tube, oui, on met toujours des paroles sur un refrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors ce qui s'est passé, où les paroles du refrain? Ben en fait, c'est Bernstein qui dit, Léonard. dit que, voilà, Léonard Bernstein qui dit que l'art, c'est la métaphore, et la métaphore, c'est ce qui est à mi-chemin entre le poncif, le lieu commun, et l'indicible. Et un truc que je trouve vraiment, enfin, qui est aussi une fierté sur ce morceau, c'est que la basse, ouais, qui est donc alors, on remonte un peu a priori, voilà, a priori l'accompagnement, c'est en fait ce qui passe devant dans ce morceau. C'est vraiment la dernière roue du carrosse qui devient frontale, peut-être l'inconscient qui devient discursif. Et ça, de cette manière, j'ai pas d'autre exemple. Merci Romain, c'est fabuleux. Et déjà, c'est formidable de mettre un visage sur l'homme derrière ce tube mondial. Vas-y, on le remonte encore. Merci beaucoup Romain. Voilà, c'était notre dernier orateur, notre dernier invité, notre dernière histoire. À bientôt.